Juste sous l'ombre des pyramides les plus célèbres du monde, se trouve une ville où plus de 90 000 personnes vivent parmi d'énormes montagnes de déchets. Les femmes qui étaient autrefois considérées comme les plus avancées du monde antique doivent aujourd'hui vivre selon des règles plus strictes que celles de leurs ancêtres. Et le plus étrange, c'est qu'après plus de 4000 ans, l'humanité n'a toujours pas réussi à s'accorder sur la manière dont les Égyptiens ont construit les pyramides. Aujourd'hui, explorons la véritable vie en Égypte, une Égypte très différente de ce que vous voyez habituellement dans les médias. Et l'histoire commence dans un endroit où très peu de touristes souhaitent mettre les pieds, la plus grande ville des déchets du Caire. Numéro 1. Toute une ville vit grâce aux déchets. Si vous avez l'occasion de passer par Manshiyat Nazer en périphérie du Caire, vous comprendrez rapidement pourquoi cet endroit est surnommé la ville des déchets dans le monde entier. Ici, les ordures ne se trouvent pas dans des poubelles, mais sont présentes partout. Des sacs de déchets s'entassent le long des routes, dépassant même la hauteur des têtes. Les ruelles sont encombrées de bouteilles en plastique, de carton et de métaux usagés. Des camions de collecte de déchets entrent et sortent du matin au soir. Sur les balcons, les toits, voire dans les salons de nombreuses maisons, les déchets s'accumulent en montagne, en attendant d'être triés. L'odeur des ordures imprègne l'air, s'infiltrant dans chaque rue et devenant presque une partie intégrante de la vie ici. Chaque jour, environ 14 000 tonnes de déchets provenant de tout le Caire sont amenés ici. Pourtant, ce qui est incroyable, c'est que presque toute cette énorme quantité est traitée non pas par des chaînes de production modernes, mais par une communauté de Zabalines. Plus de 90 000 personnes vivent ici, principalement des chrétiens coptes. Depuis les années 40, ils se sont installés dans cette région et sont progressivement devenus les collecteurs de déchets de la capitale. Pendant plusieurs générations, le métier de ramasseur de déchets n'a pas seulement été un moyen de subsistance, mais est également devenu l'identité de toute la communauté. Chaque matin, des hommes conduisent de petits camions ou des charrettes à travers le Caire pour collecter les déchets avant de les ramener. Toute la famille s'implique dans le travail. Les adultes trient les métaux, le verre ou les canettes, tandis que les enfants ramassent le plastique chaque coin de la maison, se transformant en un atelier de recyclage miniature. Cela peut sembler très artisanal, mais l'efficacité surprend de nombreuses personnes. La communauté zabaline peut recycler environ 85% des déchets collectés, un taux bien supérieur à la moyenne de nombreux pays développés. De plus, même les déchets organiques sont rarement gaspillés. Les restes alimentaires des restaurants et des hôtels sont utilisés pour nourrir des porcs dans le quartier. Pour de nombreuses familles zabaléennes, cela constitue une source de revenus importante, car la majorité de la population égyptienne musulmane ne pratique pas l'élevage ou la consommation de viande de porc. Bien qu'ils vivent dans des conditions de manque d'eau potable, d'électricité instable et d'un environnement pollué, cette communauté est réputée pour son honnêteté et son assiduité. Cependant, cette diligence ne signifie pas une vie prospère. Travaillant près de 9 heures par jour, beaucoup ne gagnent qu'environ 250 livres égyptiennes, soit environ 5 $ américains par jour. Ce qui les préoccupe le plus en ce moment n'est pas l'odeur des déchets, mais le risque de perdre leur emploi qui a nourri toute la communauté pendant des générations, alors que la ville prévoit de transférer la collecte des déchets à de grandes entreprises. Alors, comment sera la vie ici? Mais avant de continuer, laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est maintenant. Nous aimerions savoir jusqu'où cette vidéo a voyagé. Sadi. Numéro 2. La vie en Égypte est si bon marché qu'il est difficile de le croire. Si je vous disais que dans un pays avec un billet de 10 $ américains, vous pouvez remplir votre réservoir, manger plusieurs repas et avoir encore de l'argent pour acheter des fruits à emporter, le croiriez-vous? Cela ressemble à une histoire d'il y a plusieurs décennies, mais c'est pourtant la réalité en Égypte. En fait, de nombreuses personnes doivent même vérifier leurs factures après avoir payé, pensant que le caissier a mal compté. La première chose qui vous surprendra est le coût des transports. Selon vous, combien coûterait un trajet de plus d'1 kilomètre aux États-Unis? 5 $, 10 $. Dans de nombreux endroits en Égypte, un trajet en tuk-tuk de ce type ne coûte qu'environ 40 à 50 cents américains. Et le prix de l'essence? Il est d'environ 30 à 60 cents américains le litre, si bas qu'à certains moments, un litre d'essence coûte presque le même prix qu'une bouteille d'eau. Mais ce n'est que le début. Imaginez que vous entrez dans un petit restaurant de rue avec juste $1 américain dans votre poche.
Dans un autre pays, cette somme ne suffirait probablement pas à acheter quoi que ce soit. Mais en Égypte, cet argent est suffisant pour vous rassasier avec une assiette de koshari, le plat le plus célèbre du pays composé de riz, de pâtes, de lentilles, de pois chiches et de sauce tomate. Si vous avez encore faim, vous pouvez également acheter un falafel traditionnel pour environ 40 cents américains. Dans les marchés locaux, avec seulement 4 $ américains, vous pouvez ramener un sac de fruits pesant près de 5 kg, comprenant des raisins, des goyaves et des prunes. Tous les viandes de bœuf, de chameau, de poulet, le fromage, le lait, les saucisses et une variété d'autres aliments suffisants pour nourrir 3 à 4 personnes pendant plus d'une semaine, coûte au total environ 60 $ américains. C'est précisément en raison du coût de la vie relativement bas que la vie quotidienne se déroule de manière assez détendue. Les gens ont tendance à passer plus de temps à rencontrer des amis, à discuter avec leurs voisins ou à s'asseoir dans la rue chaque soir, plutôt que de se précipiter chez eux immédiatement après le travail. Cependant, si vous pensez que tout est bon marché en Égypte, vous serez surpris par une exception. Alors que le prix de l'essence, de la nourriture et des boissons est très abordable, l'Internet est l'une des dépenses les plus élevées. Pour louer un routeur Wi-Fi avec un forfait de données, pour quelques jours vous pourriez devoir payer près de 80 $ américains. Un paradoxe intéressant est qu'en Égypte, le coût de la connexion au monde est parfois plus élevé que le budget alimentaire d'une famille pendant plusieurs jours. En réalité, ces prix reflètent l'économie du pays. Alors que les revenus de la majorité des habitants restent modestes, les magasins, restaurants et marchés doivent maintenir des prix adaptés au pouvoir d'achat des clients locaux. Ainsi, ce qui impressionne les touristes internationaux par son extrême bon marché est en réalité le prix que des dizaines de millions d'Égyptiens vivent chaque jour. Numéro 3. Il s'avère que c'est ainsi que les femmes égyptiennes se baignent à la mer. Si vous avez l'occasion de visiter une plage publique en Égypte, pendant l'été, vous remarquerez un contraste frappant. Alors que les touristes étrangers se prélassent en maillot de bain, 2 pièces, la plupart des femmes égyptiennes se baignent dans des maillots de bain, couvrant, ne laissant apparaître que leurs mains et leurs pieds. Non seulement sur la plage mais même dans les rues, le style vestimentaire des habitants est beaucoup plus modeste que les normes occidentales. Ainsi, les touristes en short débardeurs ou affichant de nombreux tatouages attirent souvent des regards curieux de la part des passants. Fait intéressant, malgré leur tenue très couverte, les plages égyptiennes sont toujours bondées chaque après-midi. Les familles apportent de la nourriture, les enfants s'amusent dans l'eau et les adultes passent des heures à discuter. Mais ce qui surprend le plus, c'est l'histoire. Si vous remontez le temps d'environ 3000 ans, vous découvrirez que les femmes de l'Égypte ancienne avaient un statut que de nombreuses autres civilisations de l'époque n'avaient pas. Elles conservaient leur nom, après le mariage, avaient des droits de propriété, et pouvaient signer des contrats, hériter, intenter des procès, et même demander le divorce. Alors que dans de nombreuses régions du monde à cette époque, les femmes n'avaient pratiquement aucun statut légal indépendant en Égypte, elles étaient reconnues par la loi comme des citoyennes jouissant de droits complets. Les femmes ne se limitaient pas à la sphère familiale, elles apparaissaient dans de nombreux domaines de la société. Certaines devenaient médecins, d'autres juges, et surtout l'histoire de l'Égypte a connu des pharaones puissantes comme Hatshepsut ou Cléopâtre qui régnaient directement sur un vaste empire. C'est un phénomène très rare dans le monde ancien. Même les soins de beauté reflètent une société développée. Depuis plus de 3000 ans, les femmes égyptiennes utilisaient des minéraux pour se maquiller. Les yeux portaient des parfums, des cosmétiques, des bijoux ornés de pierres précieuses et arboraient des perruques soigneusement coiffées. Cependant, derrière cette beauté, se cache une réalité dure. Avec un taux élevé d'enfants ne survivant pas jusqu'à l'âge adulte, de nombreuses mères portaient des amulettes et priaient les dieux pour protéger leur grossesse et assurer la sécurité de leur enfant à naître. Cependant, le paradoxe réside dans le fait que les femmes égyptiennes d'aujourd'hui font face à plus de contraintes que leurs ancêtres. Traditionnellement, dans de nombreux cas, elles ont encore besoin de l'accord d'un tuteur masculin pour se marier. Le taux de participation des femmes au marché du travail formel n'est qu'environ 15%, ce qui les place parmi les plus faibles au monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Bien que le nombre de femmes travaillant soit faible, elles occupent environ 28% des sièges au Parlement égyptien, un pourcentage supérieur à celui de certains pays développés. Cela crée un tableau très particulier dans le même pays. Les femmes doivent à la fois préserver des valeurs traditionnelles anciennes et apparaître de plus en plus dans les instances dirigeantes de la nation. Mais peut-être que ce qui est le plus incroyable à propos de l'Égypte ne réside pas dans la vie d'aujourd'hui, mais dans une œuvre qui existe
depuis que la plupart des civilisations du monde n'étaient même pas encore nées. Numéro 4. Le mystère non résolu de la pyramide égyptienne. Si la grande pyramide de Gizeh était construite aujourd'hui, rien que le transport de près de 6 millions de tonnes de pierre suffirait à créer un chantier colossal avec des milliers de camions, des grues lourdes, des ingénieurs et des équipements de positionnement modernes. Pourtant, les Égyptiens l'ont achevé il y a plus de 4500 ans, à une époque où les outils principaux étaient des cordes, des traîneaux en bois et des ciseaux en bronze. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'après des milliers d'années d'exposition à la chaleur, au vent de sable, aux tremblements de terre et à l'érosion du temps, cette structure demeure debout au milieu du désert. Selon vous, comment les anciens Égyptiens ont-ils réussi cet exploit? N'hésitez pas à laisser vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. C'est justement parce que c'est si difficile à croire qu'un certain nombre d'hypothèses ont émergé. Certains chercheurs estiment que les anciens Égyptiens ne pouvaient pratiquement pas déplacer eux-mêmes de tels blocs de pierre. Selon eux-mêmes, avec des grues super lourdes et des équipements modernes aujourd'hui, transporter un bloc de 250 tonnes reste une tâche extrêmement complexe. Par conséquent, ils croient que ces énormes blocs pourraient être l'héritage d'une civilisation préhistorique dont le niveau technique surpassait celui de l'homme moderne. Certains allant même jusqu'à évoquer Atlantis, tandis que les Égyptiens n'auraient fait que reprendre et parfaire l'édifice par la suite. Mais la vérité est-elle vraiment aussi fascinante? En réalité, la majorité des plus de 2 300 000 blocs de pierre qui composent la grande pyramide de Gizeh pèsent seulement entre 2,5 et 15 tonnes chacun. Seuls quelques blocs de granit spéciaux pesant environ 100 tonnes ont été utilisés pour construire la chambre du roi. Ces blocs ont été extraits d'Aswan à des centaines de kilomètres du chantier. Alors comment ont-ils fait cela sans moteur, sans grue et sans camion? En 2013, des archéologues ont découvert le rouleau de papyrus de Merer, considéré comme l'un des journaux de chantier les plus anciens jamais trouvés. Ces écrits ont révélé tout un système de transport à grande échelle que peu de gens avaient imaginé. Tout d'abord, les blocs de pierre étaient chargés sur de grands bateaux pour descendre le Nil. Les Égyptiens avaient même creusé des canaux artificiels permettant aux bateaux d'accoster près de la zone de construction au lieu de devoir décharger de très loin. Ensuite, ils plaçaient les blocs de pierre sur des traîneaux en bois. Des centaines, voire des milliers de travailleurs tiraient ensemble, avec des cordes avançant mètre par mètre, sous le soleil implacable du désert. Devant le traîneau, les ouvriers arrosaient continuellement le sable. La couche de sable humide réduisait considérablement la friction, rendant le traîneau beaucoup plus facile à déplacer que sur du sable sec. Une fois arrivés sur le chantier, ils utilisaient des systèmes de levier et des outils en bronze pour soulever, tourner et ajuster chaque bloc de pierre avec précision. Ces explications n'ont cependant pas réussi à éteindre toutes les controverses. Beaucoup croient que la grande pyramide n'a pas été construite par des humains de l'Antiquité, mais est le produit d'extraterrestres ou d'une civilisation disparue. D'autres hypothèses suggèrent même que les Égyptiens possédaient une technologie perdue, voire savaient comment adoucir ou soulever d'énormes blocs de pierre par des méthodes que l'humanité moderne ne comprend pas encore complètement. Cependant, ce qui a fait de l'Égypte le centre du monde pendant des milliers d'années ne réside pas seulement dans ces pyramides gigantesques. Numéro 5. La seule merveille encore existante parmi les 7 merveilles du monde antique. Alors que presque toutes les 7 merveilles du monde antique ont disparu à cause des guerres, des tremblements de terre et du temps, la grande pyramide de Gizeh se dresse fièrement au milieu du désert égyptien depuis plus de 4500 ans. De loin, la grande pyramide apparaît comme une montagne gigantesque au milieu du plateau de Gizeh, mais c'est en s'approchant qu'on peut vraiment apprécier l'échelle incroyable de cette construction. Chaque bloc de pierre à vos pieds peut atteindre la hauteur d'un adulte et peser entre 2,5 et 15 tonnes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a environ 2 300 000 de ces blocs assemblés pour former une structure pesant près de 6 millions de tonnes. La pyramide a été construite vers 2560 avant notre ère. Lorsqu'elle a été achevée, elle mesurait environ 146 mètres de haut. Pendant près de 3800 ans consécutifs, c'était la plus haute construction artificielle jamais réalisée par l'homme. Non seulement massive, la grande pyramide impressionne également les scientifiques par sa précision. Ses 4 faces sont presque parfaitement orientées vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, avec une marge d'erreur de quelques fractions de degrés,
tandis que sa base de plus de 5 hectares ne présente qu'une différence de quelques centimètres. Fait remarquable, l'ensemble de la structure ne possède pas de cadre, mais repose uniquement sur l'assemblage précis de chaque bloc de pierre, suffisant pour tenir debout pendant plus de 4 millénaires. À première vue, la pyramide semble n'avoir que 4 faces. Mais en l'observant d'en haut ou sous un éclairage approprié, chaque face présente une légère dépression au centre, transformant l'ensemble de la structure en une pyramide à 8 faces. Aujourd'hui, la surface de la pyramide arbore la couleur dorée de la pierre du désert. Mais il y a des milliers d'années, l'ensemble de la construction était recouvert de calcaire blanc poli, réfléchissant la lumière du soleil si brillamment qu'elle pouvait être vue de très loin. Si l'extérieur impressionne par sa taille, l'intérieur est tout à fait différent de ce que le cinéma dépeint souvent. Il n'y a pas de trésor de hiéroglyphes ou de pièges. À la place, on trouve un système de couloirs étroits et des mécanismes de protection conçus de manière très sophistiquée. L'entrée réelle est décalée de plus de 7 mètres du centre pour tromper les voleurs. Après la cérémonie funéraire, les anciens Égyptiens utilisaient un système de poulies pour faire tomber 3 énormes blocs de granit qui fermaient l'entrée puis faisaient glisser 3 autres blocs pour verrouiller complètement la zone de l'escalier. Au fond, se trouve la chambre du roi, composée de blocs de granit lisse pesant, jusqu'à environ 100 tonnes, et transportés depuis près de 1000 km d'Assouan. Les blocs sont assemblés si étroitement qu'ils nécessitent presque aucun liant, et à l'intérieur de la chambre se trouve uniquement un sarcophage en pierre sans couvercle. De ces chambres de petits conduits mènent directement vers le ciel. De nombreux chercheurs pensent qu'ils ont été conçus pour pointer vers les étoiles de l'hémisphère nord, symbolisant le voyage de l'âme du pharaon vers l'immortalité divine. Non seulement la structure est précise, mais le complexe de Gizeh impressionne également sur le plan astronomique. Les 4 faces de la pyramide sont presque parfaitement orientées vers les 4 points cardinaux, la base de plus de 5 hectares, ne présentant qu'une différence de quelques centimètres, tandis que les 3 plus grandes pyramides sont presque alignées avec 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Cette combinaison d'échelles, de précision et de niveau technique, bien au-delà de son époque, a permis à la grande pyramide de Gizeh de devenir la seule merveille du monde antique encore existante aujourd'hui. Cependant, ce qui suscite la curiosité depuis des milliers d'années n'est pas seulement l'ampleur de cette construction, mais aussi les rumeurs qui l'entourent concernant les momies et les malédictions. Numéro 6. La vérité sur les momies maudites. Si vous le souhaitez, laissez un commentaire pour dire si vous croyez à la malédiction des pharaons ou non. En 1922, l'archéologue Howard Carter ouvrit la porte, menant à la tombe presque intacte du pharaon Toutankhamon. C'était l'une des plus grandes découvertes archéologiques du siècle. Mais quelques mois plus tard, le Lord Carnarvon, qui avait financé les fouilles, mourut subitement d'une infection sanguine suite à une piqûre de moustique. Cette coïncidence devint rapidement la une des journaux. Chaque fois qu'une personne liée à l'expédition archéologique décédait, la presse ajoutait un nom à la liste des victimes de la malédiction des pharaons. Peu à peu, le monde entier crut que quiconque troublait le sommeil du roi ancien devait en payer le prix. Mais ce qui est intéressant, c'est que la première personne à entrer dans la tombe ne fut pas victime de cette malédiction. Howard Carter vécut encore près de 20 ans après la découverte de la tombe. La plupart des personnes directement impliquées dans les fouilles avaient une espérance de vie tout à fait normale. Même le Lord Carnarvon, souvent cité comme l'exemple le plus marquant, avait été diagnostiqué par des médecins comme étant en très mauvaise santé et souffrant de maladies chroniques avant le début des fouilles. Alors, si ce n'est pas une malédiction, qu'est-ce qui a réellement causé les problèmes de santé de nombreuses personnes après avoir pénétré dans ces tombes anciennes? Selon les scientifiques, le plus dangereux n'est pas les inscriptions mystérieuses gravées sur les murs, mais l'atmosphère hermétiquement scellée depuis des milliers d'années. À l'intérieur des tombes se trouvent d'innombrables bactéries, spores de moisissures et matières organiques en décomposition provenant de nourriture de fruits ou d'offrandes enterrées avec les défunts. Lorsque la porte est ouverte, ces agents pathogènes se répandent dans l'air. En 1983, un médecin français, après des années de recherche, a émis l'hypothèse que de nombreux cas de décès pourraient provenir d'une réaction excessive aux micro-organismes toxiques présents dans les tombes. Ceux-ci peuvent provoquer des infections pulmonaires ou des maladies respiratoires aiguës, en particulier chez les personnes déjà en mauvaise santé. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'une étude publiée dans le British Medical Journal, en 2002, a révélé un détail assez surprenant.
Les ouvriers et les Égyptiens locaux participant régulièrement aux fouilles ne présentaient presque pas de taux de mortalité anormal, contrairement aux récits de la presse. C'est peu être pourquoi, après plus d'un siècle. Ce qui est le plus effrayant dans la malédiction des pharaons n'est pas la magie des rois égyptiens anciens, mais la manière dont des coïncidences combinées à un environnement toxique à l'intérieur des tombes ont été transformées par les médias de l'époque en l'une des légendes les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Numéro 7. Le pays qui détient le commutateur du commerce mondial. Sur la carte, l'Égypte ressemble à une clé située au carrefour de 3 continents. La majeure partie de son territoire appartient à l'Afrique, mais la péninsule du Sinaï se trouve en Asie. Cela fait de l'Égypte l'un des rares pays à s'étendre sur 2 continents à la fois, tout en étant le lieu où l'Asie, l'Afrique et l'Europe se touchent presque. Cette position géographique particulière a fait de cet endroit l'un des points stratégiques les plus importants de la planète. Au nord, il s'ouvre sur la Méditerranée. À l'est, il se connecte à la mer Rouge. Au sud, il partage une frontière avec le Soudan. Et à l'ouest, il est voisin de la Libye. En particulier, la frontière ouest longue de plus de 1100 km est presque une ligne droite qui traverse la mer de sable du Sahara sans montagne ni rivière pour servir de limite naturelle. Cependant, tout cela n'est pas la seule raison pour laquelle le monde entier garde un œil sur l'Égypte. Entre la Méditerranée et la mer Rouge se trouve le canal de Suez, le chemin maritime le plus court reliant l'Asie à l'Europe. Au lieu de contourner tout le continent africain, des dizaines de milliers de navires chaque année n'ont qu'à parcourir ce canal de moins de 200 km pour réduire leur trajet de plusieurs milliers de kilomètres. Aujourd'hui, environ 12% du commerce mondial, représentant des marchandises d'une valeur de plus de 1000 milliards de dollars américains par an, transite par cette voie. Cette position a fait de l'Égypte l'un des partenaires stratégiques les plus importants des États-Unis au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Depuis des décennies, Washington entretient une coopération étroite avec le Caire pour garantir la sécurité du canal de Suez et maintenir la stabilité. Ainsi, dès que le canal de Suez rencontre un problème, les répercussions se font sentir presque immédiatement. Les navires doivent changer de cap, le temps de transport s'allonge, les coûts de carburant augmentent considérablement. Et finalement, ce sont les consommateurs de nombreux pays qui devront payer des prix plus élevés pour des produits familiers. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en dehors de cette voie maritime animée, se trouve un pays presque entièrement recouvert de désert. Plus de 95% de la superficie de l'Égypte est constituée de terres arides. Si vous vous éloignez du Nil, vous ne verrez que du sable et des pierres s'étendant jusqu'à l'horizon. C'est le fleuve Nil long de plus de 6600 km qui a créé une bande de terre fertile le long de ses rives, où plus de 95% de la population égyptienne vit, bien que cela ne représente qu'environ 5% de la superficie totale du pays. Numéro 8. Le Caire. La ville qui ne dort jamais. Lorsque l'on évoque un pays où environ 90% de la population est musulmane, à quoi imaginez-vous la vie là? Les rues seraient-elles calmes après le coucher du soleil? Les gens rentreraient-ils chez eux tôt? Ou les commerces commenceraient-ils à fermer alors que la nuit tombe? Si c'est ce que vous pensez, laissez un commentaire avant de continuer à écouter. Car la réalité au Caire pourrait bien vous amener à revoir complètement votre opinion. La capitale égyptienne est surnommée la ville qui ne dort jamais, et ce nom n'est pas qu'une simple métaphore. Ici, des mariages ne commencent qu'à partir de 11h du soir et se poursuivent jusqu'à 6h du matin le lendemain. Alors que de nombreuses villes, à travers le monde, éteignent leur lumière au Caire, les cafés commencent tout juste à se remplir. Les habitants occupent les chaises sur les trottoirs, sirotant du thé, fumant la chicha et discutant jusqu'à l'aube, comme si la nouvelle journée ne faisait que commencer. Le plus emblématique est Al-Fishawi, un café vieux, de plus de 240 ans, situé au cœur du vieux marché, Khan el-Khalili. Selon de nombreux témoignages, cet endroit n'a presque jamais fermé ses portes depuis son ouverture. Si vous avez l'occasion de visiter le Caire pendant le mois de Ramadan, vous ressentirez encore plus ce rythme de vie particulier. Pendant la journée, beaucoup de gens se reposent après avoir jeûné, mais dès que le soleil se couche, toute la ville semble se réveiller. Dans les rues, des rangées de tables de repas gratuits sont dressées pour inviter quiconque a faim à s'asseoir et à manger, qu'il soit local ou étranger. Les rires, les odeurs de nourriture, les lumières des marchés et le va-et-vient des passants créent une atmosphère animée qui dure presque toute la nuit. Mais si vous pensez que rester éveillé tard est la chose la plus remarquable, au Caire,
Il vous suffit de sortir dans la rue, quelques minutes, pour comprendre pourquoi de nombreux touristes disent que la circulation ici ressemble à une règle, que seuls les locaux peuvent déchiffrer. 3 voitures peuvent se faufiler dans une voie, qui ne peut en contenir que 2. Des SUV modernes roulent côte à côte avec des charrettes tirées par des ânes. Des motos se faufilent entre des bus bondés et les klaxons résonnent presque sans interruption. À première vue, tout semble chaotique. Mais ce qui est étrange, c'est que le flux de trafic continue de circuler. Les habitants semblent être habitués à ce rythme depuis longtemps. C'est peut-être aussi pour cela que le Caire donne toujours l'impression que plusieurs mondes coexistent dans une seule ville. Surnommée la ville aux 1000 minarets, elle abrite des milliers de mosquées, au milieu de quartiers, qui existent depuis des siècles. À quelques minutes à pied, vous pouvez quitter une avenue animée pour entrer dans des ruelles anciennes, où les marchés traditionnels sont toujours aussi animés qu'il y a des centaines d'années, tandis que les tramways et les voitures modernes passent juste à l'extérieur. Numéro 9. Le paysage naturel ne se limite pas aux pyramides. Vous pouvez marcher sur un terrain qui ressemble exactement à la surface de la Lune, plongé dans l'une des mers les plus éclatantes de la planète. Puis, quelques heures plus tard, flotter à la surface d'un lac, sans presque avoir besoin de savoir nager. Et toutes ces expériences se trouvent en Égypte, un pays que la plupart du monde se souvient principalement pour ses pyramides. À des centaines de kilomètres du Caire se trouve le désert blanc, où d'énormes blocs de calcaire ont été érodés par le vent et le sable pendant des millions d'années, formant des formes étranges, telles que des champignons, des oiseaux ou des créatures géantes dormant au milieu du désert. Pendant la journée, toute la région est d'un blanc éblouissant. Mais la nuit, la lumière de la lune recouvre les rochers, donnant à cet endroit l'apparence d'une planète complètement différente. Les visiteurs peuvent monter leur tente dans le désert, dîner autour d'un feu de camp et se réveiller dans un silence presque total, sans bruit de voiture, sans lumière de la ville et sans réseau téléphonique dans de nombreuses zones. Mais d'un territoire presque dépourvu de vie, l'Égypte ouvre un monde totalement opposé sous la mer Rouge. Il suffit de mettre un masque de plongée et de se pencher sur l'eau pour voir des récifs coralliens, colorés, des bancs de poissons tropicaux, nageant juste devant vous, et même des tortues de mer ou des dauphins. Si vous avez de la dividée, chance. Cette mer abrite plus de 220 espèces de coraux, avec un écosystème souvent comparé à celui de la célèbre Grande Barrière de Corail. Fait intéressant, dans de nombreux complexes touristiques, les visiteurs n'ont pas besoin de naviguer très loin. Il suffit de marcher quelques mètres depuis la plage pour que le monde sous-marin se dévoile devant vos yeux. Et si vous pensez que c'est le paysage le plus extraordinaire d'Égypte, continuez à vous enfoncer dans le désert occidental, où l'oasis de Siwa est presque isolée du reste du pays. Les habitants ici ne parlent pas seulement l'arabe, mais aussi le siwi, une langue de la famille berbère transmise à travers les générations. Les maisons traditionnelles sont construites en argile, en sel et avec des matériaux locaux pour résister à la chaleur intense. La ville est entourée de milliers de palmiers dattiers, de sources d'eau naturelle et de lacs salés d'un éclat turquoise. La concentration de sel dans certains lacs est si élevée que votre corps peut flotter à la surface de l'eau. Vous n'avez presque pas besoin de nager. Il suffit de s'allonger sur le dos et de se détendre. Mais il y a une chose à noter, une petite coupure sur la peau peut provoquer une sensation de brûlure intense due à l'eau salée. Si vous aviez le choix, préféreriez-vous camper une nuit dans le désert blanc, plonger dans la mer Rouge ou essayer de flotter sur le lac salé à Siwa? Laissez votre choix dans les commentaires. Numéro 10. Des festivals plus anciens que les pyramides. Croyez-vous qu'à chaque printemps des millions d'Égyptiens se rassemblent pour célébrer une fête qui remonte à avant même la construction de la grande pyramide de Gizeh? Si vous vous rendez en Égypte à cette période, vous verrez les parcs, les rives du Nil et les espaces le long du fleuve presque bondés. Chaque famille apporte de la nourriture, étend des tapis à l'ombre des arbres, puis se regroupe pour des pique-niques qui durent toute la journée. À première vue, ce tableau ressemble à des vacances de printemps ordinaires. Mais en réalité, les Égyptiens perpétuent une tradition qui existe depuis des milliers d'années. Cette fête est appelée Sham el-Nassim, ce qui signifie accueillir le parfum du vent de printemps. Selon de nombreux écrits historiques, l'origine de ce festival remonte à environ 2700 avant notre ère, ce qui signifie qu'il est même plus ancien que les célèbres pyramides du plateau de Gizeh. Cependant, ce qui est le plus remarquable ne réside pas seulement dans l'ancienneté de la fête, mais aussi dans la manière dont les Égyptiens célèbrent ce jour. À travers les millénaires,
Les familles continuent de se rassembler, savourant du poisson salé, des œufs colorés et des repas, en plein air, au bord du Nil. Ce ne sont pas des plats qui ont émergé à l'époque moderne. L'image du poisson salé, des œufs et des activités printanières similaires a déjà été représentée sur des fresques dans des tombes de l'Égypte ancienne. Cela signifie que lorsqu'une famille égyptienne aujourd'hui s'assoit au bord du Nil, écale un œuf coloré et partage un repas pour Cham El Nassim, elle pourrait être en train de reproduire presque exactement ce que ses ancêtres ont fait il y a plus de 4000 ans. Le temps a changé les langues, les religions, les dynasties et même l'apparence du pays. Mais chaque printemps, des millions d'Égyptiens continuent de participer à un rituel familier qui a traversé presque toutes les turbulences de l'histoire. Ainsi, Cham El Nassim n'est pas simplement un jour de fête. C'est comme un fil invisible qui relie les familles égyptiennes modernes aux personnes qui ont vécu le long du Nil à l'époque des pharaons. Et peut être que c'est dans ces moments de vie quotidienne que la civilisation égyptienne ancienne n'a jamais vraiment disparu. Elle continue silencieusement d'exister dans la façon dont les gens mangent, se rassemblent et accueillent un nouveau printemps. Numéro 11. Plat reconnu par l'UNESCO comme patrimoine. Au milieu des rues animées du Caire, il existe un plat que travailleurs, étudiants et employés de bureaux peuvent partager autour d'une même table. Il n'est pas préparé avec des ingrédients rares, ni servi dans des restaurants luxueux. Pourtant, en mai 2025, l'UNESCO a officiellement reconnu ce plat de rue, le plaçant aux côtés de célèbres symboles culinaires mondiaux, tels que la pizza italienne ou le sushi japonais. Il s'agit du koshari, un plat que beaucoup considèrent comme l'âme de la cuisine de rue égyptienne. À première vue, un bol de koshari ressemble à une combinaison aléatoire de tous les ingrédients restants dans la cuisine. En dessous, se trouve du riz, des lentilles brunes et des pâtes. Par-dessus, on ajoute des pois chiches. Une sauce tomate vinaigrée au goût aigre-doux. Une couche d'oignons frits, croustillants, et parfois du pain frit. Le riz, les lentilles, les pâtes et la sauce semblent n'avoir aucun rapport entre eux. Mais lorsqu'ils sont mélangés, ils créent une saveur, à la fois riche, crémeuse et croustillante, suffisamment pour qu'un petit bol devienne un repas copieux. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est qu'il y a derrière ce plat populaire une histoire qui remonterait à plus de 3000 ans. Les origines anciennes du koshari sont souvent liées au plat koshia, une sorte de bouillie à base de céréales et de lentilles, qui est apparue durant la période du Nouvel Empire vers 1300 avant notre ère. C'était autrefois la nourriture des prêtres dans les temples et était utilisée lors de certaines cérémonies religieuses anciennes. Au fil des siècles, cette simple bouillie a évolué. De nouveaux ingrédients tels que les pâtes, les tomates, les pois chiches et les oignons frits ont été ajoutés, transformant le koshari en un plat qui reflète l'histoire d'interaction de l'Égypte ancien, mais toujours en train d'absorber de nouvelles influences. Et peut être que le paradoxe le plus intéressant réside dans son prix. Bien qu'il soit qualifié de plat patrimonial, le koshari est présent dans presque tous les quartiers du Caire à un prix incroyablement bas. Pour seulement 30 à 50 cents américains, moins d'$1, et même moins cher que certains tickets de métro, vous pouvez obtenir un bol de nourriture chaude, suffisant pour remplir votre ventre après une longue journée. Cette accessibilité fait que le koshari n'appartient à aucune classe ou communauté en particulier. C'est un plat pour les étudiants, les chauffeurs, les ouvriers, les employés de bureau et même les familles à la recherche d'un repas rapide mais nourrissant. Pour les Égyptiens, déguster du koshari n'est donc pas seulement une façon de satisfaire la faim. Dans chaque cuillère de riz, de lentilles, de sauce aigre douce et d'oignons frits croustillants, se cache un souvenir des vieux quartiers, des restaurants familiers et d'une saveur qui a discrètement accompagné ce pays à travers de nombreuses générations. Un plat coûtant moins d'$1, mais qui renferme une histoire de milliers d'années. Numéro 12. Les descendants des pharaons et la philosophie de vie, Malèche. Les pharaons ont disparu depuis des milliers d'années, mais cela ne signifie pas que leurs traces ont également disparu d'Égypte. Ce pays a connu d'innombrables bouleversements, changeant de souverain à plusieurs reprises, adoptant la langue arabe et se transformant d'un système de croyances anciennes en une société majoritairement musulmane. Pourtant, sous toutes ces couches de changements, les Égyptiens ont su maintenir une identité continue, rare dans l'histoire. Ils vivent toujours le long du Nil, se concentrent dans les régions qui ont nourri la civilisation ancienne et considèrent ce fleuve comme le pouls de la nation. Des études ADN montrent également que les Égyptiens modernes portent encore de nombreux marqueurs génétiques des communautés qui ont habité cette terre depuis l'Antiquité. En d'autres termes,
Les conquêtes peuvent changer la langue, la religion et les modes de gouvernance, mais elles ne peuvent pas complètement remplacer les personnes qui ont été liées à la vallée du Nil pendant des milliers d'années. Ainsi, en regardant un Égyptien aujourd'hui, vous ne voyez pas seulement un citoyen du monde arabe moderne. En eux subsiste la continuité des communautés qui ont construit des pyramides, exploré le désert et créé l'une des civilisations les plus anciennes de l'humanité. Mais cet héritage ne réside pas seulement dans le sang, il se manifeste également dans la manière dont les Égyptiens font face à la vie. Une des expressions les plus courantes ici est malèche. Selon le contexte, cela peut être compris comme « ce n'est pas grave »,« ne t'inquiète pas » ou simplement « laisse les choses suivre leur cours ». Ce n'est pas seulement une phrase banale, mais elle est devenue presque une philosophie de survie. Lorsque les rues sont embouteillées, que le travail rencontre des problèmes ou que la vie ne se déroule pas comme prévu, les Égyptiens choisissent souvent de sourire, de raconter une blague et de dire « malèche ». Peut-être que cette attitude les a aidés à traverser des milliers d'années de bouleversements tout en conservant leur optimisme et leur identité. Les dynasties peuvent disparaître, les empires peuvent changer, mais le Nil continue de couler, et les Égyptiens aussi. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait de l'Égypte l'un des pays les plus spéciaux au monde? Est-ce les pyramides majestueuses, le fleuve Nil, qui a nourri toute une civilisation, ou la vie simple, des gens qui préservent des traditions millénaires? Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous impressionne le plus à propos de l'Égypte, et si vous en aviez l'occasion, aimeriez-vous un jour poser le pied sur cette terre légendaire? Si vous aimez ce genre d'exploration, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Terrestre d'Origine et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les histoires fascinantes sur les pays, les gens, cultures uniques à travers le monde. Bonjour et à bientôt pour de nouvelles aventures exploratoires.